Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au Café Mancuso à Bordeaux pour un épisode sur le thème de la freelance. On est en compagnie de Antoine Pamelard et Émeric Bouteiller. Donc Antoine, je vais commencer par toi. T'es un N7 2015 Hydro. T'as travaillé pour Agap2, une boîte qui... C'est une société de conseil qui accompagne les entreprises sur leurs projets en vendant des services d'ingénieurs, des missions d'ingénieurs. Et après, t'as enchaîné, tu as monté là tout récemment en février 2021 une startup, une boîte Yalink, Exactement. où t'es CEO et qui met du coup en relation des freelances avec des potentiels clients. C'est ça. En 2 mots, on veut faire un peu la même chose, c'est-à-dire proposer des services d'ingénieurs aux entreprises, accompagner les projets des entreprises. Sauf que là, on va le faire un peu différemment, c'est l'approche et l'usage qui va changer. On travaille uniquement avec des freelances. Ok. Je passe à toi, Émeric, après je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail. Émeric Bouteiller, donc Centrale Paris 2001. Tu nous as dit que tu avais une certaine appétence aussi pour la technique depuis toujours, et c'est pour ça que tu t'es lancé dans de la mécanique après technique, principalement dans l'automobile et l'industrie. Tu as beaucoup d'expérience en tant que ingénieur et directeur technique. Tu avais fait plusieurs missions dans ta carrière. Tu as aussi été directeur technique de Renault Sport. Pour la partie rallye. Donc pas mal d'expérience. Et tu t'es lancé en freelance depuis 2015. C'est vrai, donc j'ai fait Centrale, mais on a pas mal. C'est vrai qu'on oriente toujours notre école sur des profils de management, mais il n'y a pas que du management, parce qu'on a aussi certaines qualités techniques. Donc moi, c'était un peu mon cas. Moi, j'ai toujours aimé bien la technique, les choses comme ça. Donc j'ai axé ma carrière sur un début vraiment orienté là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai eu pas mal de postes, de projets. Donc j'ai tous les grands constructeurs, différents constructeurs automobiles, Renault Sport, Peugeot Sport. Quelques expériences aussi après, je me suis orienté sur la création de start-up avec des différents projets. J'ai trouvé plus ou moins mon bonheur et un jour j'ai voulu essayer l'industrie. Voilà, donc très belle expérience avec du management. Où j'étais responsable d'un bureau d'études où là on passe sur une autre dimension de la gestion humaine et de la gestion pas humaine. Que de la gestion technique. Voilà. C'est-à-dire que le côté technique qui est toujours important, mais prend un œil complètement différent, quoi. Le hasard et les contraintes sont arrivés qu'à un moment, j'ai eu un trou, donc je me suis dit, je vais me retrousser les manches, je vais mettre freelance. Okay. Vu que j'ai pas trouvé de poste, je vais me créer mon poste. Ok. Si tu veux ajouter toi un peu, Antoine, moi j'aurais bien aimé que tu reviennes rapidement sur Agap2, nous expliquer un peu que tu nous as dit que ça t'avait plu et en même temps que tu avais vu qu'il y avait un besoin au niveau de la freelance peut-être. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, moi, donc on a fait la même école, l'N7. Moi, j'étais diplômé en 2015 en hydraulique. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'hydraulique, moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'avais fait des études d'ingénieur, mais la technique, c'était pas exactement ce que je voulais faire. Et j'ai commencé chez Agap en ingénieur d'affaires. Et je me suis rendu compte que le monde de la prestation, c'est un monde qui est passionnant parce que on se greffe sur des projets existants, on arrive parfois un peu dans des situations de pompiers ou vraiment en avant-projet, donc on voit des cycles de projets très très vastes. C'est un mode qui va continuer de grandir parce que la plupart des entreprises vont se concentrer sur des cœurs de métier et vont sous-traiter ou en tout cas faire appel à des externes sur beaucoup de choses. Sur un petit peu comparatif complètement et du coup je me suis dit voilà, il y a un modèle qui existe, il y a un modèle qui est assez trusté par les boîtes de conseil. Donc on connaît les grands, Alteran, Alten, AK Technologies, donc Agap2 qui est aussi un gros acteur. Mais le fait de pouvoir permettre à des personnes qui se lancent à leur compte de réaliser les mêmes missions, d'accord, on parle de missions de 6, 12, 18 mois, de pouvoir réaliser les mêmes missions mais en leur nom propre, à leur compte, ça permet de rajouter finalement de l'agilité dans les projets, parce qu'on peut allier temps plein, temps partiel, ça permet de rajouter aussi de la liberté pour les ingénieurs, parce qu'ils sont à leur compte et ils peuvent vraiment choisir les missions, d'y aller, de pas y aller. Ouais, exactement. Ça reste les mêmes missions, en fait. On travaille sur les mêmes missions, mais c'est plus des consultants en CDI qui travaillent, c'est des consultants qui sont en freelance. Et je voulais explorer ça, et c'est pour ça que j'ai créé Yalink en début d'année, donc on est 3 associés chez Yalink. Okay. Voilà, et l'idée, c'est de pouvoir connecter le monde des entreprises avec le monde des freelances. Ouais, ce qu'ils voulaient aujourd'hui, du coup, on se lance dans le sujet, aller sur, oui. On est là pour ça. Ouais, le freelance. Et donc, pour faire simple, le freelance, c'est avoir des compétences avant dans une entreprise, qu'elles soient techniques ou totalement autres, même pour l'ingénierie plutôt technique, on va dire.
Et Du coup, voilà, on voulait savoir comment on Toi, se lance ouais. dans le freelance, en fait. Après, c'est vrai que toi, Émeric, t'as eu beaucoup d'expériences différentes. T'es passé par plein d'entreprises, donc t'as des expériences à vendre. On se demandait, imaginons que Jules veuille se lancer en freelance un bambin, en sortie d'école. comme ça, du Est-ce freelance. est-ce que c'est possible? Bon, déjà, t'as fait l'ENSET, donc t'as une super formation et un super bagage technique. Ah, ok. Merci de Faire me un faire peu la mousser. promo. En fait, le freelance, c'est déjà, faut préciser ça, c'est pas une catégorie fermée. Et c'est d'ailleurs même pas un statut juridique, freelance, c'est juste un mot qui veut dire qu'on vend ses missions, quoi. Ouais. On vend son temps de C'est travail. une méthode. T'as des gens qui sont freelance en développement logiciel, dans le web, t'as des graphistes qui sont en freelance, c'est même pas que des ingénieurs. Ouais, c'est T'as- regroupe plein de oui, ça- secteurs, ça- quoi. T'as des Bien sûr. managements de transition. C'est une manière de travailler, enfin, C'est ça. un C'est ça. En fait, c'est un freelance, c'est quelqu'un qui favorise une relation commerciale avec des clients pour vendre son travail plutôt qu'un lien de subordination avec un contrat de travail. C'est vrai que quand on ferme les yeux et qu'on pense à freelance, on voit un mec qui a 55 ans, les cheveux blancs, 30 ans d'expérience. C'est pour toi, Émeric. Non, mais c'est vrai. Quand je parle aux gens, freelance, Ouais, c'est bien sûr. le mec qui a fait une carrière de 30 ans dans un grand groupe, qui a pété les plombs et qui vend son temps de travail et son expertise, mais pas tant que ça en fait. Moi, quand j'étais chez Agap 2, et toi, t'as eu le même parcours, parce que j'ai cru comprendre que tu étais consultant dans une société de consulting en sortie d'école. Ouais, j'ai fait ça pendant 8 ans. Voilà. Et donc, moi, quand j'étais chez Agap, on vendait des missions de conseil avec des ingénieurs sortis d'école. C'est vrai que moi, je vends plus mon expérience que de la mission en vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a des approches un peu différentes. Ouais. Où je vends de l'expérience de la conception de produits, une certaine expertise. D'accord. Donc, c'est vrai que sur ce mode de fonctionnement-là, c'est un peu moins adapté à un junior qui, lui, va vendre son temps de travail. C'est exactement Donc, ça. voilà. Toi, t'as plus un positionnement, en fait, de bureau d'études qui va intégrer des affaires, les réaliser avec des missions qui sont un peu plus courtes et du coup, une ventilation de ton chiffre d'affaires sur plusieurs clients en parallèle. Quand les missions de conseil dont je te parle et qui sont réalisées généralement par les sociétés de consulting, Agap, Altran, Alten, etc., sont plutôt des missions en temps plein où on a une mission pendant 12 mois, 18 mois ou même des périodes un peu plus courtes ou un peu plus longues. On a un client et on est chez ce client, ce qu'on appelle la régie. On est chez le client, on travaille avec les moyens informatiques du client et on est drivé opérationnellement par le client. Ok. Voilà. Alors que moi, je travaille plus en bureau d'études où les clients m'appellent, me disent, voilà, on voudrait faire ça. Je dis, ben voilà, moi, je vous fournis ça. T'as un exemple peut-être de Ils mission Oui, ben là aujourd'hui, voilà, je conçois une gamme de produits pour l'industriel où je vais je leur vends mon expérience. Donc c'est-à-dire que je vends le cahier des charges, on établit le cahier des charges avec le client, on fait l'étude de marché, la conception. Donc je leur ai fait la conception, j'ai mes outils informatiques, ma CAO, je leur fais les plans et je leur fais les notes de calcul, tout ce qui va avec, et on va jusqu'à l'avant. Donc c'est là je leur vends une prestation complète. C'est vrai que Donc, quand tu en parles, Ouais. tu parlais de tes outils informatiques. C'est une question qu'on a eue, on pensait y revenir plus tard, mais en tant que freelance, est-ce que tu as tes propres outils? Tu as besoin d'avoir tes propres logiciels, avoir un investissement quand tu te lances en freelance financier pour acheter du matos, si tu dois faire de la simulation, vraiment avoir des licences? Même Ou est-ce logiciel, que ouais, tu peux avoir accès aux licences prêtées éventuellement par le client? Tout dépend du mode de fonctionnement et du mode de freelance qu'on va avoir. Ok. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux juniors et aux seniors. On va pas être positionné sur les mêmes missions, donc on n'aura pas les mêmes modes de fonctionnement. Et pourquoi les juniors, eux, vont plus être intégrés sur site avec les entreprises, avec les moyens d'entreprise, alors que ça va être plus du conseil sur site et de l'assistance sur site, alors que moi, j'en fais plus de la prestation depuis chez moi, enfin, depuis mon bureau, où j'en vends une Donc prestation. toi, Donc du coup, j'ai besoin d'outils Ouais, pour c'est ça, travailler. ouais. Toi, t'as plus, on va dire, en fait, il y a deux modèles qui se dégagent. Le modèle Emric, c'est le modèle avec un engagement de résultat, en fait. C'est ça, Entre ouais. guillemets, t'as un livrable. Mhm. Au début, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai un produit qui est un système de roue de voiture, par exemple. Le client fait appel à Emric qui définit ce cahier des charges, et Emric va livrer soit une maquette numérique, soit un prototype complet. Généralement, ça se fait à distance et avec, tu chiffres l'intégralité, y compris les moyens informatiques. Ok, oui. D'accord? En fait, quand justement l'investissement, tu le fais pas réellement, à chaque fois, Tu tu l'amortis. rembourses un petit peu, voilà, avec les prestations. C'est ça, voilà. L'autre modèle, c'est le modèle assistance technique avec t'es chez le client, tu vends du temps passé. Tu te dis bon bah j'ai besoin de quelqu'un sur 6 mois en méca pour m'accompagner sur un pic de charge par exemple.
Et généralement, on appelle ça la régie, tu es sur place, tu as les moyens informatiques. Donc, tout dépend. Après, tu peux avoir des jeunes qui sont équipés, outillés, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent faire, et ils sont experts sur de la simulation numérique, ils ont acheté Fluent, etc., qu'on adore tous. C'est petit privilège, ça. Ouais, voilà, et ils sont super forts là-dessus, et ils vendent que cette expertise-là. Et d'autres personnes qui sont seniors, qui sont chez les clients, voilà. D'accord. Et en fait, on remarque un peu là, il y a dans le freelance, dans cette manière de travailler, de se vendre, il y a tout un aspect commercial. Toi, tu nous as dit, bah, Émeric, beaucoup de réseaux, donc moins de prospection à faire pour avoir du travail, des clients, etc. Et toi, Émeric, avec Yalink, justement, tu essayes Antoine. Pardon, excuse-moi. Antoine, de mettre en contact et de réduire un peu le travail de prospection de clients d'un freelance. Mais ça reste quand même une charge, à mon avis, conséquente en termes d'horaire. Ah bah, à partir du moment où tu vends des missions, Ouais. si t'as pas d'acheteurs, et que les acheteurs, ils vont pas sonner chez toi, quoi. Enfin, C'est ça. sauf Donc, si... du coup, on veut pas rester complètement un technique on est obligé d'aller prospecter. À moins de trouver Yalink. Bah, Ok. bah super, on peut en parler, mais c'est sûr que à partir du moment où tu as des relations commerciales, enfin, à partir du moment où tu vends quelque chose, Ouais. tu as besoin d'être visible. Donc Ouais, tu as bien plusieurs sûr. moyens en fait de faire cette promotion. Il y en a qui font des sites internet, un LinkedIn bien fourni, passer par Yalink, c'est une autre possibilité. Parce qu'on a fait une étude de marché, on s'est rendu compte qu'il y a 3 principaux freins freelance. Le premier, c'est la partie animation du réseau commercial. Parce que quand tu es ingénieur et que tu te lances en freelance, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'être, mais la première raison, c'est rarement le fait d'être fan de commercial. On s'est rendu compte que quand tu es en mission, tu es souvent chargé et c'est difficile de continuer de prospecter. Et du coup, pour permettre de limiter la période d'intercontrat, parce que quand tu es freelance, si tu ne vends pas de mission, bah, tu n'es pas payé. Donc, si tu dois attendre le dernier jour de ta mission, d'avoir rendu tous tes livrables pour remettre des pièces dans la machine et reprospecter, c'est compliqué. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est la partie manque d'informations sur l'administratif qui, pareil, quand tu te lances en freelance, c'est rarement pour un amour fou de l'administratif. Donc le choix des structures, la partie facturation, la gestion de la trésorerie, la TVA, qui est un gros sujet aussi, toute la partie administrative. Ça, c'est des services que tu offres du coup chez Yalink, de gérer toute la compta. Enfin, yes. Toute la compta, on n'est pas comptable. Ouais, mais en tout cas, on est là pour faire de la gestion de mission. C'est ça, et tu décharges le freelance. Exactement. Pour le laisser vraiment sur son cœur de métier. Ouais. Et le troisième frein, c'est la notion de paiement, parce que quand tu es freelance, bah, tu factures. Pour facturer, il faut définir ton tarif jour. C'est ça, on voulait en parler. Pas simple. Comment quelqu'un qui veut se lancer dans le freelance, comment il va chiffrer son activité, comment se positionner sur le marché. Maintenant, sur le chiffrage, bah, je peux te laisser parler de ton expérience personnelle, peut-être. Ouais, le chiffrage, ça c'est un vaste sujet. Hein. Ouais. Ça, on a regardé, par exemple, il y a le site Malte qui regroupe les personnes du freelance. Et sur potentiellement quelqu'un qui peut répondre à la même mission, on a une gamme de prix qui va du simple à x10. Bah, c'est comme pour tout, un produit, un service, n'importe quel service, tu vas avoir des prix du simple au triple. Nous, on est là aussi pour accompagner les gens à chiffrer. Hein. Chez Yalink, la méthodologie qu'on applique, c'est on part on raccroche en fait à une rémunération mensuelle ou annuelle. D'accord, on parle aux gens et on dit bon bah voilà, vous aimeriez avoir combien par an. On part du chiffre d'affaires qui va être généré, on enlève les charges sociales, patronales, fiscalité, les impôts, etc. On arrive sur le reste en fin de mois sur une année complète. Est-ce que ça vous va? Oui. Est-ce qu'on est dans les prix du marché? D'accord. Nous, on a cette vision globale et donc on en parle. Et puis ça donne un tarif jour et on vend la mission sur un tarif jour. Toi, Émeric, est-ce que tu as créé aussi ton tarif jour, enfin tu l'as chiffré avec tes expériences passées en sachant, bah voilà, quand j'étais par exemple directeur technique, je gagnais tant. Pas exactement. En fait, moi j'ai une approche un peu différente. C'est qu'au début, tu as besoin de commencer, donc il faut, c'est une machine qui va se mettre en route. Donc il faut trouver des clients, il faut que ça vienne. Là peut-être que du coup tu baisses tes prix au début. Exactement. Voilà. Tu fais quelque chose d'attirant et tous ceux avec qui j'en ai discuté, on a tous la même appréhension. Est-ce qu'on est trop cher? Est-ce que l'affaire va passer? Donc on met toujours des tarifs très, très bas.
finalement, ça passe toujours, parce qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, on est vraiment moins cher que les autres et qu'on n'est pas au tarif du marché. Donc, ça va se construire progressivement. Et au fur et à mesure, on va augmenter jusqu'à arriver à exactement ce que disait Antoine, un équilibre qui va se placer entre le salaire vraiment qu'on a envie d'avoir, les charges qu'on a, tout ça va faire un équilibre. Tant qu'on parle d'administratif, c'était l'une des questions d'un de nos auditeurs. C'est les différents statuts. Quand tu vas facturer, tu vas faire des factures à ton nom pour pouvoir chiffrer. Il faut sûrement monter son entreprise. On pense comme ça. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, en fait? Auto-entrepreneur, peut-être, pour commencer. T'as le choix, hein. Tu peux monter la boîte que tu veux. D'accord. Okay. Peux, mais t'es obligé de monter quand même il faut une structure. Il faut une structure administrative. Auto-entrepreneur, c'est le plus simple, c'est le plus rapide, c'est là où on a le moins de conditions financières. Ça va très bien. Mais par contre, au-delà d'un certain niveau de salaire, de revenus, on va payer des charges. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc après, il faut monter en grade et puis trouver le meilleur statut qui va. C'est ça. Ça dépend déjà du temps que tu as avant de lancer ton activité. Si tu dois, on est quoi? Alors on est jeudi. Si tu dois démarrer une mission lundi, c'est sûr que t'as pas 36 choix, quoi. C'est soit micro-entreprise parce que c'est en une semaine c'est prêt, soit portage salarial. D'accord. Portage salarial, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes tu peux nous expliquer un peu. Ouais, complètement. En fait, portage salarial, t'es en CDI dans une boîte. Donc tu es salarié d'une boîte qui est une boîte dédiée au portage salarial, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils vont t'allouer un compte d'exploitation dans l'entreprise qui va te permettre de générer un compte de résultat, de facturer. D'accord. Et ça de récupérer. De créer ta propre entreprise. T'es salarié, mais tu fais quand même ce que tu veux et C'est ça. Ouais. C'est ça. Okay. En fait, t'es salarié pour vendre tes missions. Donc les avantages, c'est quoi? C'est que tu cotises comme un salarié. Ouais. Donc t'as les mêmes avantages en termes de retraite. Tu cotises au chômage, ce qui est important et ce qui est pas le cas de la micro-entreprise. Ça a l'intérêt d'être très rapide. En 48 heures, t'as un contrat de travail. C'est un CDI, mais qui est très libre. C'est-à-dire que quand t'as plus de mission, t'as une rupture conventionnelle et donc tu déclenches tes droits au chômage. Okay. Ça, c'est intéressant. Administrativement, c'est le truc le plus light du monde parce que t'as une boîte qui fait tes fiches de paye, qui gère ta trésorerie, etc. Et donc, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Toi, tu veux la mission, donc tu fais... Je me mets freelance. Pourquoi ça, je me mets freelance? Parce que j'ai mon client qui est Peugeot qui me dit j'ai eu des bons échos, j'ai envie de bosser avec toi. Et il dit par contre... moi, je bosse avec telle société. Est-ce que tu peux te rapprocher d'eux pour prendre un contrat? Okay. Parce qu'il y a aussi des problématiques de référencement. Pour travailler, pour vendre des missions commerciales, faut que tu factures. Pour facturer, faut que tu aies un compte fournisseur dans l'entreprise que tu comptes facturer. Donc, tu vois, là, tu rentres dans des logiques qui sont propres à chacune des entreprises. Ouais. Et tu vois, Peugeot, par exemple, c'est une multinationale. Et ils vont pas référencer Antoine Pamler en mon nom propre avec ma petite micro-entreprise. Tu vois, ça va pas les intéresser. Ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, ça j'ai vu, avec toutes les ce qu'on appelle les grands comptes, donc les grosses sociétés, donc les grands noms de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, ils ont essayé de rationaliser tout leur processus achat. Donc c'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient traiter avec tout un tas de petites sociétés diverses et variées. Et après, au fur et à mesure, pour gagner de l'argent et être de plus en plus performants, ils ont essayé de dire, tous les petits, c'est de la perte de temps, perte d'argent. Donc du coup, on veut en plus de interne petits. pour eux. On va prendre que des grosses sociétés bien solides et voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, chaque fois qu'ils voient un freelance, c'est un peu la loi du marché aussi. Voilà, le côté technique de dire toi t'as les capacités de faire mon projet de résoudre mon problème. Donc j'ai envie que tu viennes, mais par contre, je peux pas te prendre en tant que tel. Okay. Donc tu vas être obligé de passer par un tiers, par une grosse société référencée chez nous. J'aimerais bien revenir à des trucs plus bêtes et méchants dans le comparatif Presta et freelance. On parlait tout à l'heure du coup de salaire. On va aborder un petit peu la question de la stabilité, parce que ça peut faire peur, je pense, quand tu deviens freelance. Déjà la stabilité financière, comme on l'a dit, t'as pas forcément un salaire qui tombe tous les mois. Tu fais en sorte quand même que à la fin de l'année, donc je vous disais que tu t'y retrouves à la fin, mais est-ce que du coup, en comparatif avec la Presta, à la fin de l'année, tu gagnerais plus qu'un prestataire ou... Non, tu peux gagner plus. Okay. Oui. Tu peux gagner plus. Par contre, c'est sûr que c'est toujours pareil. Tu gagnes plus, mais il y a un risque. Des fois, de gagner moins quand ça marche pas bien. Okay. Et en fonction de ton statut aussi, tu comprends pourquoi tu gagnes plus. D'accord ? En général, tu gagnes plus. Pourquoi ? Parce que tu coupes un intermédiaire qui prend sa marge. Quand tu es ingénieur,
tu passes avec Alten ou à Gap ou quoi que ce soit pour vendre une mission à Renault, ben toi t'as ta rémunération, il y a la marge parce que t'as quelqu'un qui fait tes fiches de paie, qui s'occupe de toi, qui t'a trouvé la mission, tout un tas de choses. Qui fait que Ben bien sûr, il prend sa marge et derrière c'est vendu. D'accord, Mais typiquement quand t'es en micro-entreprise, t'as des cotisations sociales qui sont très faibles. D'accord. Quand t'es salarié, c'est à peu près 50%, enfin à la louche, tu vois. Quand t'es en micro-entreprise, t'as 22%. Mais par tu contre, vois, du coup, il parce faut que tu ne cotises pas au chômage, Donc, de la même manière à la retraite, ça demande aussi etc. de s'organiser après pour l'avenir, Ouais, faut peut-être penser à l'avenir C'est et exactement essayer ça. de calculer. C'est ça. C'est ça, faut anticiper, faut proactif. toujours avoir un matelas, parce qu'on n'a pas de chômage, donc du coup, il faut se le créer. Ouais, ok. Ouais. C'est ça. En fait, l'avantage des freelance, tel que je le vois, tu me corriges si je me trompe, c'est que t'as le champ des possibles devant toi. Si t'es bien guidé, bah tu peux prendre juste ce qui t'intéresse. Et du coup, tu gères ta trésorerie et ton revenu comme tu l'entends. Ok. Mais il y a un travers qui est que si tu fais des choix par manque d'informations qui sont pas bons, bah tu peux t'en mordre les doigts. T'es livré à toi-même. Et question un peu bête, pour finir un peu cette partie, c'est par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'avoir un maître de stage qui était en boîte de prestations, Alten, Altran, tout ça. Et il a eu une proposition d'embauche dans la boîte où il était. Est-ce que c'est courant dans le freelance aussi, peut-être à la fin de tes missions, on te dit, ah bah, Émeric, c'était sympa, j'ai bien aimé comment tu travaillais, est-ce que tu veux pas venir chez nous? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, je sais pas si ça arrive souvent, moi, ça m'est déjà arrivé une fois, ouais. Ok. Et dans ce cas-là, Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ah bah, je me pose et j'arrête la freelance, je deviens salarié ou? c'est vrai qu'effectivement, comme je disais, il faut entre 1 et 2 ans. C'est ce qui s'était passé la première fois où je me suis mis freelance. Énorme période de rush, il a fallu mettre en place tout un processus commercial, trouver des clients. Quelques mois auparavant, j'avais fait de la prospection, j'avais été sur un salon, j'avais rencontré quelqu'un sur un stand qui montait un projet, qui me dit voilà, je monte ce projet, est-ce que tu veux pas commencer à travailler avec moi? Donc j'ai fait un peu de mission pour lui. Et en 2 mois, il m'a dit bah voilà, maintenant ce projet, j'ai fait une levée de fonds, j'ai besoin de quelqu'un à temps complet dessus, donc est-ce que tu veux venir? J'ai pas coupé l'activité, mais je l'ai mis en sommeil de freelance. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai travaillé, donc j'ai eu un CDD pendant 2 ans avec cette société-là. Ce qui m'a permis aussi en parallèle de toujours avoir mes anciens clients qui me demandaient de temps en temps. Donc j'ai travaillé un peu le soir, le week-end. Ton profil était toujours actif. Voilà, profil toujours actif, mais toi, tu prospectais posait pas de soucis. je prospectais plus, mais je faisais que des petites missions d'une demi-journée, une journée. Voilà, Ok. ça me faisait un peu de complément. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent se marier. Bah après, évidemment, quand on est en CDD ou en CDI, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et tu posais une question qui est intéressante, c'est le comparatif vraiment entre CDI en prestation et modèle freelance. Je pense que c'est une question qui est intéressante parce que c'est dans tous les cas, tu es ingénieur mission, tu vends ton travail pour des entreprises. Le canal de vente n'est pas le même. D'un côté, tu passes par une entreprise qui te fait un package. En gros, tu as juste à te défendre au moment où tu as le rendez-vous avec le client, la présentation client, tu te briefes et même t'as un coach quoi. Dans la boîte de conseil, t'as un coach, t'as quelqu'un qui est là. Bon allez, on va aller chercher telle mission. Voilà les actions que je mène. Ça peut être très très bien fait. Quand t'es porté comme ça en CDI, donc tu fais des missions. Les périodes d'intermission, t'es quand même payé. Je pense qu'il y a quand même enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais il y a quand même un certain stress parce que tu sais pas où va être la prochaine mission et ça c'était moi un gros moteur pour monter Yali. À quelle date ou c'est c'est chez tout. quel client? C'est tout. C'est Tu sais pas le nom du ouais. client, tu sais pas la mission et tu sais pas la géographie non plus. Ouais. Mais bon, C'est- encore une fois, tu as plein de façons de faire. Mais l'objectif, c'est de pouvoir se dire sur la même mission, c'est de donner le choix, de la faire en ton propre nom, donner un modèle qui est plus orienté vers l'ingénieur que vers l'intermédiaire, et de pouvoir se dire, bah voilà, tu sais pourquoi tu signes pour cette mission-là. Quand la mission est terminée, tu sais ce qu'il y a derrière, bah il y a rien. Donc derrière, soit le freelance, ça t'a plu, tu continues, tu cherches d'autres missions par ton propre chef, de ton propre chef, par des plateformes, Malte, Yalink, autres. Tu peux te rapprocher de sociétés de prestations aussi, essayer de passer avec eux. Tu peux chercher un CDI, tu peux te faire recruter par ton client. Et là, C'est la liberté. là, c'est la vraie vie, quoi. Ok. Hein. Enfin, non, mais c'est vrai. Tu sais pas de quoi demain est Ouais, bien fait. Et quitte à pas savoir de quoi demain est fait, nous, on s'est dit, bah, autant permettre aux gens
le faire comme ça, quoi. Je propose qu'on finisse après notre épisode sur un dernier sujet assez rapide, mais qui est important. C'est l'aspect social dans la freelance, en fait. On a ce côté, du coup, on a dit travailler chez le client, le télétravail, le coworking. C'est quoi le lieu de travail d'un freelance? C'est-à-dire que oui, je suis freelance, je fais beaucoup de missions pas chez le client justement, où je suis pas sur site, je le fais en tant que bureau d'études. J'ai essayé pendant quelques temps de travailler seul chez moi. Donc travailler seul, isolé, c'est un peu ce que je vis en ce moment avec le Covid, l'isolement, comme beaucoup de gens. Tu discutes avec personne, enfin tu deviens complètement débile au bout d'un moment, quoi. Donc du coup, je travaille en espace de coworking. En espace de coworking, on est plusieurs freelances. Donc je travaille avec il y a des graphistes, il y en a qui font du web, du développement informatique, des traductrices. Et donc c'est vrai on développe ce côté social et en plus c'est bien parce que ça fait un réseau, ça fait une entraide, on se donne des conseils, des choses comme ça. Donc il y a de la vachement solidarité important. du coup dans la communauté freelance, c'est un peu. Il y a une grosse solidarité. Ok. C'est vrai que tu me Ça, disais c'est même le- que parfois c'est- on te propose une mission, toi indéniable. t'as pas les compétences ou t'as pas le temps, t'hésites pas à rediriger vers C'est Oui, un- oui, c'est ça. un de Si, tes compères. si Ah on bah fait c'est en ça. parallèle Moi de ce qu'on connaît. j'ai mon réseau de freelance. Enfin, Ouais. Ah oui, ok. voilà. Bah ouais, tiens, typiquement le client que je parlais tout à l'heure là, pour le développement de produits industriels. J'ai un petit problème de RP, ça marche pas. Mais je dis bah tiens, ça tombe bien. Et je connais quelqu'un qui Ok. qui peut te développer ton soft. Il y a Donc, certes de il y la a un énorme, compétition, mais quand même de l'entraide au sein de la France parce que il y a voilà, plus d'entraide que de compétition. Ok. Je dis toujours, il y a à manger pour tout le monde. Ouais. Donc ok. faut Ouais. pas, ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Ok. Je pense que on a fait le tour du sujet de la freelance pour aujourd'hui. En tout cas, ouais. Ouais. Cool. Et je vous remercie encore une Merci fois. à tous les deux, ouais. Ouais. C'était super. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Cliquez fort. À bientôt. À bientôt.